Bonsoir. On en sait un peu plus sur les raisons qui ont motivé l'interpellation de sieur Olivier Boko, Osvaldo Meki et du commandant Thévo Idré. Le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme était sur le sujet face à la presse ce mercredi. 24 heures plus tard, nos deux invités sur Actu et Débat vont apprécier les propos du procureur et éventuellement dire leur avis sur cette affaire qui agite l'opinion et qui brousse les réseaux sociaux depuis peu. Arimé Choubali et Distel Amoussou, bonsoir et bienvenue dans les studios de Radio Cotonou. Merci de répondre présent à cette édition de Actu et Débat que nous allons bien sûr démarrer tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir Bill. Bonsoir Distel. Bonsoir Bresbil Aïkidi, bonsoir aux amis la timidité dans de Radio Cotonou et bonsoir aux techniciens. C'est un peu timide votre réponse à Arimé. Pourquoi? Il n'y a rien de particulier. Je suis là. Rien de particulier. Vous êtes là et je ne sais pas ce qui peut m'intimider ici. D'accord. Nous démarrons donc tout de suite avec cette conférence du procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le magistrat a situé l'opinion publique au cours de cette rencontre avec la presse sur les raisons pour lesquelles les trois personnalités précédemment citées ont été interpellées. Je vous invite à suivre le procureur Mario Metonou. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, un peu après 1h du matin, l'ancien ministre des Sports, M. Osvaldo Meki, a été interpellé au moment où il transmettait 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. Des premières investigations. Il apparaît que le commandant de la garde républicaine, ayant en charge la sécurité du chef de l'État, a été entrepris par le ministre Osvaldo Meki pour son propre compte et pour le compte de M. Olivier Boko, à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. C'est dans ce cadre que dès le 6 août, les intéressés ont ouvert un compte bancaire dans les livres de la NCA Banque Côte d'Ivoire au profit du commandant de la garde républicaine et la preuve de l'ouverture du compte a été transmise aux bénéficiaires avec un solde initial de francs CFA 105 millions. Pour achever de vaincre la résistance du commandant de la garde républicaine, ils lui ont promis et remis le 24 septembre 2024 en espèces, une somme de francs CFA 1,5 milliard. Et cette somme est décomptée en 129 lots de 10 millions constitués de billets de 10 000 francs et 42 lots de 5 millions constitués de billets de 5 000 francs. Cette somme qui aurait été mobilisée par M. Olivier Boko a été chargée dans un véhicule de type 4x4 de marque Toyota Prado, appartenant à M. Osvaldo Meki et muni d'une fausse immatriculation. C'est à l'occasion de la remise du dit véhicule et de la somme de 1,5 milliard de francs CFA que la brigade criminelle a procédé à l'interpellation de M. Osvaldo Meki et du commandant de la garde républicaine. Dans l'heure qui a suivi, M. Olivier Boko a été également interpellé par les éléments de la brigade criminelle. L'enquête en cours s'attelle à identifier toutes les personnes impliquées dans ces faits. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de revenir vers vous pour vous donner de plus amples informations sur l'évolution de cette procédure. À l'instant, procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Retour maintenant au studio. Arimé Choubali, vous venez de suivre les propos du procureur de la Criette. Appréciation. Bon, enfin, c'est comme si on a fait un retour à l'orthodoxie. Le procureur s'est souvenu enfin que la justice se rend contradictoirement et publiquement et a d'ailleurs au moins donné ne serait-ce qu'une version parmi tant d'autres à l'opinion sur ce qu'il en sait sur le dossier. Bon, enfin, c'est vrai qu'avant lui, les avocats ont donné leur version. Et lorsqu'on prend les deux, bon, il y a beaucoup de... Il en avait l'habitude, le procureur. Ah, moi, je ne l'ai pas entendu quand on a kidnappé quelqu'un à Lomé. Peut-être sur ce dossier. Non, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi sur ce dossier, justement, il était porté disparu. Et que subitement, il réapparaît. Bon. Il est payé pour faire ce travail. Pas pour faire ce travail quand il veut. Donc c'est pour vous dire que bon, on est revenu à l'autre. Même si la version, il y a redit dedans, il y a des déchets, il y a des déchets. Oui, je dis qu'il y a eu deux versions. Il y a la version des avocats et il y a sa version. Et quand vous prenez, même dans la chronologie des arrestations, même dans les récits... Qu'est-ce que vous en retenez? Non, ce qu'il a dit, c'est lui qui l'a dit, compte tenu des éléments qui sont à sa disposition.
je présume. Et les avocats, certainement, après avoir écouté leurs clients respectifs, ont eu la version qu'ils ont eue. On n'est pas encore au procès. Et donc, on prend hâte, sans oublier qu'il y a des éléments de ce que le procureur a dit, par exemple, sur le compte ouvert à Abidjan, à la banque NCA. Je commence par lire une dépêche de Jeune Afrique qui rend compte d'une réaction des autorités de la banque à Abidjan qui disent qu'il n'y a jamais eu un compte en ce nom dans leur livre. Bon, donc, c'est le feuilleton ouvert, hein, avec les épisodes que nous allons suivre. Mais comme je l'ai dit, il y a eu un retour à l'orthodoxie où le procureur a daigné venir dire ce qu'il en est. Vous auriez aimé l'entendre, par exemple, sur le dossier Ronvi, le procureur. C'est le dossier Ronvi ou le dossier Steve Amoussou? Le dossier Steve Amoussou. Voilà. D'accord, parfait. Le dossier Steve Amoussou. Oui, mais ils ont déjà saucissonné la procédure. Il y a eu un cas du procès où un tiers. C'est ce que vous aurez souhaité. Oui, c'est ce que je vous dis. C'est pas souhaité, c'est son travail. Ouais. Hein, il travaille pour d'abord l'État. Et puis la justice, dans sa globalité, elle est rendue au nom du peuple, publiquement et contradictoire. Ce sont des principes de droit, ce ne sont pas des inventions. C'est pas quand on veut qu'on fait bien le travail et quand on veut qu'on le bâcle. Vous voyez, on a des exigences vis-à-vis de la justice, d'abord pour réconcilier le justiciable avec l'appareil lui-même, et ensuite pour être vraiment le plus équitable possible. Hein? Dans le déroulé, chaque partie va sortir ses arguments, et nous allons voir, argument par argument, ce qu'il faut en dire. Pour le moment, c'est la version du procureur, déjà qu'on peut corroborer avec celle des avocats des mises en cause. Vous voyez, déjà il y a des épisodes, hein, au début le commandant était incriminé, après je sais pas, vous savez, on a vu dans le dossier Siva Moussou comment de façon chirurgicale on a estipé le sieur Waniello. Donc ici c'est presque la même chose, on les prend tous sur les mêmes lieux. On sait même pas, on n'est même pas encore allé au bout des investigations. Bon, je ne sais pas si c'est un piège, si c'est du flagrant délit. Si dès le départ, le commandant Théodore était associé à la procédure et que c'est lui qui a conduit les enquêteurs vers cette histoire, ou si c'est après enquête, parce que je ne sais pas à quel moment l'enquête a eu lieu, c'est le même jour qu'on l'aurait blanchi. Bon, tout ça, ça reste à élucider pour le commun. Des Béninois comme ça. D'accord. Ouais. Alors, Dissel Amoussou, premières appréciations des propos du procureur de la Criette. Je voudrais donc solliciter l'indulgence des amis auditeurs et dire que pour le moment, je ne souhaite pas opiner ni faire de commentaires autour du sujet que vous évoquez. Cependant, je suis particulièrement avec beaucoup d'intérêt les développements concernant ce dossier. Et donc, je vais inviter tous ceux qui sollicitent de moi des réactions, des commentaires, des prises de position, de garder la posture de la sagesse. Je me donnerai le droit de dire librement mes pensées, mes commentaires, ma position par rapport à ce dossier, que je continue de suivre avec beaucoup d'intérêt. Vous voulez donc pas apprécier les propos du procureur de la Cueillette? Je n'ai pas de commentaires à faire. D'accord. Arémé Choubadi, c'est quand même une information qui a fait l'effet d'une bombe à cause de la proximité des concernés avec le premier magistrat. Ben oui. Le seul ami que le président Païta a jamais reconnu, c'est Olivier Bocor. On lui a même posé la question sur, je crois, Sébastien Adjavon. Il a dit non, que c'est un ami circonstanciel. Par contre, il a toujours revendiqué et assumé son amitié avec Olivier Bocor. Bon, maintenant que... Et puis vous vous souvenez, Omeki, c'est l'un des tout premiers qu'on a vu derrière
son ambition d'être président de la République. Il a mobilisé des fonds, il a été très actif dans la campagne, puis après il a été ministre pendant 7 ans. Il était l'une des figures emblématiques. Président des ambassadeurs de Patrice Talon à l'époque. Voilà. Et puis il a été au gouvernement pendant 7 ans. Il est sorti de la manière dont vous savez, parce qu'il aurait pu faire écoute pour un peu plus tôt que d'habitude à la candidature éventuelle de Olivier Bokor. Et donc oui, ça a fait l'effet d'une bombe, que on en soit arrivé à... D'abord, qu'au Bénin, il y a tentative de coup d'État. Vous comprenez? Alors que, bon, on suppose que nous sommes dans un régime où la succession est dévolue par suffrage universel et que les élections se tiennent régulièrement. Et donc, qu'on apprenne qu'il y a des tentatives comment appelle-t-on, de prise de pouvoir par les armes. Vous comprenez? Vous vous souvenez que... Je comprends pas. Non, quand il y avait eu ce qui s'est passé au Niger avec quand Bazoum avait été déposé, le président Talon se plaisait à dire devant tout le monde que pour le moment, la seule manière de changer le pouvoir, ce sont les élections. Et qu'il était exclu. Par les urnes. Voilà, par les urnes qu'il était exclu. Et qu'on découvre que chez lui, on le dépose aussi, enfin, où il y a une tentative de le déposer par un coup d'État. Je crois que c'est assez gros. On est en train de passer à côté d'une partie de l'histoire du Bénin. Et oui, c'est vrai, ça a fait l'effet d'une bombe. Même jusqu'à présent, on continue de se demander si, si le Bénin est vraiment dans son réel ou dans son rêve. Alors, coup d'État au Bénin depuis 90, c'est vrai, il y a eu des vérités, il y a eu tout ce qu'on sait, mais avec cette proximité, le chef de la garde présidentielle, l'ami intime ou des amis intimes, même dans la tentative d'empoisonnement, on ne parlait pas de coup d'État. C'est vrai que à côté il y a quelque chose qui n'allait pas aussi, mais c'est vraiment pour la première fois qu'on tombe dans un complot qu'on a dévoilé avec des billets de banque, qu'on a étalé une voiture, des sacs qui devaient contenir l'argent. Vous savez, 1 milliard 500 millions, ça fait à plus de 300 kilos d'argent. Alors, on dit que c'est en train d'être transmis. Et tout. Vous l'aviez pesé, vous? Oui, vous pouvez calculer vous-même. Quand c'est neuf, et si ce sont uniquement que des billets de 10 000 francs, vous connaissez le poids d'un seul billet. Non, moi je ne connais pas. Il y en a 1500. Billets de 10 000 si, mais c'est vrai qu'il y a d'autres copies dedans. Et puis apparemment, c'est pas tous ce soir des billets neufs. Donc on peut dépasser aisément les 300 kilos. Voilà. Et donc, bon, c'est le premier épisode, ou les premiers épisodes qu'on a fait suivre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une dépêche de Jeune Afrique qui circule, qui tente à démontrer qu'aucun compte n'a jamais été ouvert au nom du commandant Théo Edré dans la banque NCA d'Abidjan. Oui. Pourtant, ça a été exhibé comme l'une des pièces à conviction du dossier que le procureur a présenté. Donc, ça veut dire imprimer les arts qui s'infiltrent dans le dispositif du procureur. Alors, donc, la suite... on attend de voir. On va croiser les doigts pour... oui, tout à fait. On va suivre de près. On va suivre de près. On va commenter. On va pas être sage, si vous voulez. On va creuser davantage et on va sortir au fur et à mesure. Non, pourquoi faire sage? C'est un spectacle, si vous voulez. Oui, un procès criminel de ce genre-là, un coup d'État, tout le monde doit suivre, tout le monde doit pouvoir opiner. Tout ce qu'on ne peut pas dire, c'est ce qui est interdit aux partis, c'est de révéler peut-être des secrets de l'instruction ou des trucs de ce genre-là, mais pour le reste, on doit continuer à se poser des questions, on doit continuer à creuser. Si le procureur, il y a des comment appelle-t-on, développements au niveau du procureur qui
prête à confusion, on doit souligner. On doit souligner. Nous ne sommes pas à la cathédrale où le père du haut du Pêchoir prononce ce qu'il a envie de prononcer, puis tout le monde se lève pour rentrer. Ça peut se passer comme ça. D'accord. Nous devons creuser, commenter, prendre position si possible. Oui. On a vu des gens qui ont déjà commencé par dire qu'ils soutiennent le chef de l'État. On a vu des communiqués de partis politiques qui disent qu'ils soutiennent le chef d'État. Oui, comme c'est la répétition de ce qu'on a vu. C'est après ces partis politiques qui vous avez l'impression? Moi, je ne sais pas si on devait rester sage. Pourquoi? C'est ce que vous voulez dire, non? Oui, je dis qu'ils n'ont même pas attendu. Enfin, je ne sais pas. On n'a pas vu d'éléments nouveaux dans les communiqués. Juste qu'on a dit que. Bon, il se pourrait qu'à la fin, le procureur lui-même vienne pour se retrater pour dire non, il y a un non-lieu ou des trucs de ce genre-là. Alors à ce moment-là, j'espère qu'ils vont sortir encore de nouveaux communiqués pour dire cette fois-ci, bon, je veux bien comprendre. C'est pour dire que si les gens viennent déjà pour prendre fait et cause pour le chef d'État, alors que, bon, enfin, pour le moment, on en est aux premiers éléments. Pour le soutenir, pas pour prendre fait et cause pour le chef d'État. J'ai communiqué aussi. Il est en danger. D'ailleurs, même on a déjà déjoué le coup. Si on a déjoué le coup, ça veut dire qu'il n'est plus en danger. Enfin, c'est un soutien psychologique. Vous avez vu, on a déjà vu ce spectacle-là, avec Yahi, lors de la tentative d'empoisonnement, où tout le Bénin du changement se relayait à la présidence pour aller présenter son soutien à Chola, à Yahi Boni. Ça se répète. Mais c'est quand même... ce scénario est quand même très douloureux pour le pays. Nous sommes à l'heure des bilans. Ici, à l'heure des bilans, on doit commencer par s'occuper de ces genres de trucs. Surtout qu'ils sont collectivement responsables de tout ce qui s'est passé jusque-là. Et au lieu de venir nous faire le bilan, on se contacte qu'ils s'entre-déchirent. C'est un gros problème pour nous. J'espère que ce n'est pas une manière de se soustraire, de rendre compte de tout ce qu'ils ont fabriqué par le passé ensemble, et que maintenant, bon, on commence par... oui, c'est très compliqué. On va attendre d'autres précisions du procureur. Lui-même l'a dit. Il a promis revenir devant la presse s'il y a éventuellement des éléments nouveaux. Radio Cotonou se fera également le plaisir de vous fournir ces éléments nouveaux-là. Nous respectons le choix de la position de Distel Moussou dans ce studio. Nous allons forcément y revenir. Les représentants de l'Assemblée nationale au Conseil économique et social sont désormais connus. Ce lundi 23 septembre 2024, les députés de la 8e législature ont procédé à la désignation de ses représentants au nombre de 51. Le parti Union progressiste, le Renouveau, y sera représenté par 25 membres, dont un au plan national et 2 par département, tandis que le parti Bloc républicain et le parti La Démocrate y seront représentés chacun par 13 personnes à raison d'une personne par département et bien sûr une personne au plan national. Ceci conformément, je rappelle, aux dispositions de la nouvelle loi organique sur le Conseil économique et social adoptée le 21 juillet 2024 et promulguée par le chef de l'État le 17 juillet 2024. Distel Moussou, vous avez eu connaissance de cette liste-là. Quelles sont les observations que vous avez faites? C'est tant mieux pour le bon fonctionnement des institutions de la République du Bénin. Et l'alternance s'organise à ce niveau-là aussi. Et donc, nous observons que régulièrement, nous organisons les élections à bonne date dans notre pays. Régulièrement, les institutions qui sont au thème de leur mandat sont fournies par d'autres récipiendaires dans la règle de l'art en fonction donc des conseils, des prescriptions de la constitution de notre pays. C'est tant mieux pour notre démocratie, c'est tant mieux pour les institutions. Il reste à souhaiter que ces nouvelles personnes qui ont eu la chance d'être désignées par l'Assemblée nationale et les autres qui seront complétées par le gouvernement, je crois, et vont regarder et leur mission, parce que nous parlons de conseil économique et social. Et moi, dans un passé récent, je m'étais déjà interrogé par rapport à l'importance de cette institution-là et au rôle qu'elle joue réellement par rapport
à notre vie communautaire. Lorsqu'on parle du social, lorsqu'on parle de l'économie, c'est une institution qui a été longtemps absente, n'est-ce pas, des grands débats économiques de notre pays. On a connu le prix du maïs ici, on a connu la cherté de certaines denrées alimentaires, et on continue, n'est-ce pas, de vivre la morosité. Et je parle de la détresse qui se généralise. On n'a jamais entendu cette institution-là monter au créneau ou organiser ne serait-ce que des réflexions pour proposer au gouvernement, dans son rôle de conseiller, et à trouver des solutions. Et donc c'est une institution complètement muette qui n'organise que des sessions statutaires et qui constitue pour moi désormais un budgétivore pour notre pays. L'argent du contribuable ne sert qu'à payer les frais de session, ne sert qu'à acheter des voitures pour ces personnes-là. Mais elle a été remise au goût du jour maintenant avec cette réforme. S'il vous plaît, il faut que cette institution joue réellement, n'est-ce pas, son rôle économique, de conseil économique et social auprès du chef de l'État, puisque c'est à ce rôle-là qu'elle est dévolue. Et donc, et que on sente, n'est-ce pas, que c'est une institution qui compte. Parce que pour moi, cette institution n'a jamais compté. Arim Choubadi, vous avez lu la liste des représentants de l'Assemblée nationale au Conseil économique et social réformé maintenant. Quelles sont les observations que vous faites? Je ne vois pas vraiment la réforme. Vous savez, c'est... Ah bon? Oui, la loi a voulu que cette institution reste muette. Son rôle, c'est de faire des propositions au gouvernement et éventuellement d'autres institutions, mais son rôle, c'est pas d'avoir une relation avec le public pour venir expliquer ce qu'ils font. Ils ne publient pas leurs avis. Les avis ne sont pas publiés, donc on ne peut jamais savoir ce qu'ils ont dit au gouvernement, par exemple, par rapport à la cherté de la vie. Peut-être qu'ils ont donné des conseils efficients, mais que le gouvernement est passé outre. C'est la loi qu'il a voulu ainsi. Donc on ne peut pas reprocher à cette institution de demeurer totalement absente du débat public, parce qu'on ne lui a pas permis de parler, on ne lui a pas permis de s'exprimer au public. Tout ce qu'on leur permet, c'est de faire les sessions comme ils font et de faire des avis, mais qu'on ne publie pas. Bon, donc, mais par rapport à la réforme qu'on attendait de Patrice Talon quand il est venu au pouvoir, c'était tout au moins la suppression. Du Conseil économique et social. Oui, c'était ça, parce que lui-même disait qu'il y avait des institutions budgétivores. On avait pensé justement au Conseil économique et social, dans une moindre mesure à la HAC peut-être, comme médiateur, etc. Mais c'est le contraire qu'on a observé. Que non seulement il a gardé toutes les institutions en place, mais il en a augmenté. Il a créé son histoire de lutte contre la corruption, qui est en train de recommissaire à la fin du mandat, qui vous avez vu au dernier conseil des ministres, moi je pensais que c'était un poste de conseiller, mais c'est carrément un appareil qu'on est en train d'installer. On va en parler tout à l'heure. Avec directeur, etc. Voilà, donc c'est pour vous dire, vous avez une trentaine d'agences logées au palais, qui sont pratiquement des concurrents au ministère. Voilà, donc c'est l'un des grands échecs des deux règnes. On s'attendait qu'au bout de 5 ans, on ne parle plus de ces institutions, de toute façon, pas de la manière dont ça se passait jusque-là. Mais ce qui est plus préoccupant, qui de mon point de vue est un scandale, c'est lorsqu'on voit les 51 personnes ou personnalités qui ont été nommées ou désignées par l'Assemblée nationale, 51 personnes, et donc 4 femmes. On peut pas me dire qu'on veut parler du social et de l'économie, et on exclut les femmes. Ça me fait... Vous pensez qu'il y a une discrimination? Mais c'est ce Parlement-là qui est allé réviser en catimini la Constitution sous prétexte que on voulait accorder plus de place à la femme. Et puis il y a eu ce bonus féminin lors des législatives où l'Assemblée pouvait s'octroyer 24 députés supplémentaires et rien que les femmes. Alors, je pensais qu'on allait continuer sur cette lancée. Vous auriez aimé qu'il y ait plus de femmes. C'est pas fait d'aimer. Le pays dépense beaucoup d'argent pour la promotion de la femme. Pourquoi on fait tous ces séminaires, on fait toutes ces lois en faveur de la femme, etc. Pour que le législateur lui-même prenne un couteau pour, comme dirait l'autre, pour déchirer tout ça. Pour moi, c'est presque un scandale. Vous avez vu
le plus grand parti qu'on dit, 25, qui a désigné 25, hein, dont une seule femme. L'UPR. Qui a désigné 25 représentants, dont une seule femme. Vous imaginez aller faire les pourcentages et les rapports. Et par contre, ils ont allé repêcher tous les recalés du suffrage universel, tous ceux qui n'ont pas été positionnés, les anciens députés, les vieilles gloires, tout ce que vous savez. Voilà. Il y a une façon de les récompenser? J'en sais rien. Je ne sais même pas pourquoi on est allé les appeler. Hein? Est-ce que pour faire. C'est les gens qui ont déjà tout rendu. Ils ont déjà rendu l'essentiel à la nation. Si à votre entendement, non? Si tant est que. Pardon? À votre entendement. Moi, je ne parle pas à mon nom. Je ne suis pas ici pour représenter quelqu'un. Je fais une lecture de la situation. Allez-y. Je ne peux pas comprendre que dans un pays comme le Bénin, où on a fait beaucoup de bruit pour la promotion de la femme depuis tant d'années, pour retomber dans ça. Hein, enfin, la pauvreté je veux parler intellectuel, hein, de cette désignation. C'est ça, je dis, c'est un scandale que dans ce pays, on en soit à ce niveau-là. Normalement, même avant cette désignation, on devait déjà poser les bases de la répartition. Bon, j'espère qu'ils vont peut-être corriger, hein, puisque le chef d'État, enfin, le gouvernement doit compléter. Désigner ses représentants également. Je crois qu'il y a d'autres structures qui vont désigner. J'espère qu'ils vont en tenir compte. Mais ça m'étonnerait qu'ils rétablissent l'équilibre avec ce grand gap qu'on a déjà observé à ce niveau-là. Listela Moussou, Arimi Choubali a noté qu'il y a moins de femmes, hein, beaucoup moins. Il aurait souhaité qu'il y ait sur les 51 personnes désignées par l'Assemblée nationale, beaucoup de femmes pour répondre à la politique de l'administration de la rupture, hein, de promouvoir la femme. Il a parlé également dans ses députés de personnalités politiques. Et de recaler des suffrages universels. Et de recaler, pour utiliser ces mots, de recaler de suffrage universel qui ont été promus. Vous pensez que ces gens-là sont récompensés maintenant? Écoutez, moi je ne sais pas comment un conseil peut être pourrait être efficient sans l'interactivité avec la communauté en amont. Je ne sais pas comment est-ce que des individus se mettent entre quatre murs et pensent, hein, pour la communauté et suggèrent des conseils au gouvernement. Donc, je fais partie de ceux qui ont pensé que cette institution n'existe pas en fait, et je crois que il faut revoir les choses à ce niveau-là. Il faut qu'il y ait le pont et que cette institution, à la limite, serve, n'est-ce pas, de passerelle entre le pouvoir et les décideurs, notamment les faiseurs de loi. Je vais parler de l'Assemblée. Et sinon, pour moi, il vaut mieux simplement prendre une gomme et la biffer, parce que en réalité, je ne sais pas quel rôle elle joue véritablement. Si c'est de se confiner dans le conseil strict au chef de l'État ou au gouvernement, mais le chef de l'État a déjà un effectif pléthorique de conseillers spéciaux ou de conseillers techniques, ça et là, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Alors si plus d'une cinquantaine de personnes encore vont se mettre à table pour le conseiller sans interactivité, et puis lorsque vous regardez les profils qu'évoque Arimi Choubali, j'ai comme l'impression que c'est un garage, un reposoir pour écloper politique. Et donc, moi, Vous pensez que c'est une récompense? Vous n'avez pas répondu à ma question. Ben, puisque je le dis, c'est une récompense pour écloper politique. Et des gens qui n'ont pas pu passer la maille du filtre de la décision populaire se retrouvent repêchés par la fenêtre. Vous auriez aimé quoi? Qui est des têtes beaucoup plus jeunes? Écoutez, lorsque nous parlons de conseil, nous parlons de profil. Voyez-vous, et donc dans le social, il faut identifier des profils pointus, hein, puisque le conseil il est technique déjà avant que d'être politique, hein, et donc il faut trouver des profils, et la jeunesse est sur les carreaux, et nous avons de très bons cadres jeunes.
Il y en a aussi dans les personnes adultes, je ne veux pas faire une guerre générationnelle, mais je dis, lorsque c'est le profil politique qui est déterminant, il y a quelque chose qui gêne, qui me gêne, moi. Merci, Distel Amousso et à Rémi Choubadé. Je voudrais rappeler que l'adoption de cette loi sur la réforme du CES avait suscité une série de réactions au sein de la classe politique. Mardi 16 juillet dernier, les sages de la Cour constitutionnelle ont rendu une décision affirmant la conformité de cette loi avec la Constitution béninoise. Brise-Bille, Altidi. Merci. Troisième sujet maintenant. On va parler de cette surpopulation carcérale au Bénin. À Rémi Choubadé, vous en avez entendu parler récemment. Les 3 prisons civiles et 8 maisons d'arrêt du Bénin sont pleines à craquer. Ces lieux de rétention ne suffisent plus pour contenir les prisonniers. Selon le directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin, environ 20 000 personnes séjournent actuellement dans les prisons du Bénin. L'effectif a triplé à moins de 7 ans, passant de 7 000 détenus en 2016 à 20 000 en 2023. Surprenant pour vous? Non, pas du tout, c'est pas un sujet nouveau. Je me demande même si c'est pas un prélude au projet de construction de nouvelles prisons, qu'on essaie de faire cette communication-là. Sinon, la surpopulation dans les prisons, c'est un sujet qui date de bien longtemps, bien entendu avant la rupture. Mais c'est pour ça qu'on attendait justement des réformes. Surtout pour les dysfonctionnements au niveau de la justice qui font que on laisse des prévenus traîner pendant longtemps sans être jugés, alors que les crimes continuent de se commettre, l'appareil répressif continue de faire son travail et d'appréhender de nouveaux pensionnaires, et qu'on se disait que si on exploitait ou on réglait les dossiers avec beaucoup plus de célérité, que des gens seraient déjà partisans depuis longtemps, mais qui ont été gardés parce qu'ils n'ont pas pu, il n'y a pas eu suffisamment de juges pour s'occuper de leurs problèmes, il n'y a pas suffisamment de tribunaux où les procédures sont plus ou moins fastidieuses, et puis il fallait quand même faire des réformes pour accélérer tout ça. On n'a pas pu faire. Et donc les prisons, même si on en construit de nouvelles, et qu'on n'a pas réglé ce problème de lenteur administrative dans les procédures judiciaires, on va continuer à déplorer. Et ce qu'on demande également, c'est pour comment on appelle la population carcérale actuelle, il faudrait déjà commencer par améliorer les prestations, compte tenu de la salubrité déjà, ce qu'on prépare à manger, les services fournis en fait. Tout à fait, ce qu'on fournit déjà de faire l'effort de les améliorer, avant qu'on ne parle, parce que au-delà de la surpopulation, il y a aussi les conditions d'hygiène, les conditions dans lesquelles se trouvent les détenus, la santé des détenus et tout le reste. Donc je crois que c'est un tout, il suffit de construire des prisons. Il faut également aller jusqu'au bout dans la réforme. C'est pas quand le chef d'État, chaque année, décide de gracier et tout. Ça existait depuis longtemps, mais ça n'a jamais permis de régler le problème. Il faut, comment appelle-t-on, régler les dossiers le plus rapidement possible pour désengorger les cours et tribunaux, pour que, on ne puisse pas laisser quelqu'un qui devait faire peut-être 3 mois en prison, on l'oublie et on se rappelle de lui plusieurs années après. On ne sait même pas par quelle procédure il faut le libérer. Et on est obligé de passer par des raccourcis. Et voilà, c'est un ensemble. On n'a pas. Comme je l'ai dit, on devait être à l'heure des bilans. Et ce sont des sujets sur lesquels on devait prendre plus de temps. Mais malheureusement, on est rattrapé par tout ce qu'on a mal fait par le passé. Les conséquences sont là. C'est vrai que c'est douloureux pour les prisonniers d'être dans les conditions qui sont les leurs aujourd'hui, mais oui, parce que les gens n'ont pas pensé à eux comme cela se devait. Et nous avons eu la situation que nous
nous observons, mais comme je le dis, ce n'est pas un truc qui date de maintenant. Depuis toujours, on a parlé de surpopulation, on a parlé de mauvaises conditions de vie des détenus. Voilà, il faut plus qu'en parler pour régler le problème. Et je ne sais pas si ici on a une baguette magique pour régler. On doit juste demander à tous ceux qui ont fait des promesses en ce sens, ou faire des réformes en ce sens, pour que la justice soit plus accessible, plus équitable pour tout le monde. Voici le moment de nous démontrer que les réformes ont été menées avec les résultats. Est-ce qu'on ne pourra pas entrevoir chez nous, Distel Amoussou, comment dirais-je, la détention comme une exception, promouvoir des peines intermédiaires? Écoutez, il faudra déjà retenir que les causes de cette surpopulation que nous observons sont diverses et variées. Et je peux citer pêle-mêle déjà la clarification conceptuelle et dire que au Bénin, nous parlons de prison, même pour les prévenus, même pour des personnes qui sont accusés qui ne sont pas encore jugés. Tout le monde est foutu en prison et ça devient un fourre-tout. Alors qu'ailleurs, on parle de maisons de détention. Il y a des maisons d'arrêt également ici. Des maisons d'arrêt qui sont, n'est-ce pas, différentes de la prison. De la prison, oui. Et voyez-vous, et donc, il n'y a plus de transition, on fout tout le monde, un voleur de cabri, de poulet, au même moment que le terroriste ou le brigand de grand chemin. Donc tout le monde est dans le même sac. Il faut déjà chercher à régler ce problème-là. Deuxièmement, il faut reconnaître que il y a une démission de la société et interroger nos valeurs. Les parents démissionnent. Il n'y a qu'à regarder les différentes tranches d'âge qu'il y a aujourd'hui dans nos prisons. C'est des jeunes qui grossissent ces tranches-là. Et donc, la question de l'éducation, la question du rôle de la famille dans l'éducation des enfants au sein de notre société se pose. Il faudra interroger ça aussi. Et quel est le rôle de l'école? L'école, l'apprentissage, c'est-à-dire les apports de la société à l'éducation, à l'impact, n'est-ce pas, sur cette jeunesse-là. Il faudra interroger ça et dire que la maison justice aussi traîne des tas et des travers, simplement parce que il y a des dossiers qui pèsent et sur la tête des juges qui sont en nombre minime. Et donc, on observe de renvoi sur renvoi et les juges, on leur en demande plus qu'humainement ils sont capables de fournir. Nous devons donc régler et regarder tous ces aspects-là avant de pouvoir mener d'autres pas vers le règlement de cette situation. Je crois que les gouvernements successifs futurs vont regarder la chose autrement, parce que ce n'est pas un dossier qui date d'aujourd'hui. Et déjà, il y a 20 ans derrière, on observait que à la prison civile de Cotonou, par exemple, un bâtiment qui est censé contenir 150 personnes était déjà à 450 personnes. Mais il y a un pic aujourd'hui. Voyez-vous? Et donc c'est dommage. Et c'est dommage, et il faudra donc interroger tous ces aspects-là, et que chacun joue son rôle, que la famille joue son rôle, et que la société joue le sien, et que l'État en tant qu'entité joue celui qui lui revient également, et que la justice, n'est-ce pas, joue son rôle. Sinon, je crois que la solution ne sera pas de sitôt. Et pour moi, il n'est pas question... Pas la promotion de peines intermédiaires, comme pour moi, il n'est pas question de construire ou des prisons civiles comme des églises évangéliques chez nous. Je ne fais pas dans la stigmatisation. Je parle de promotion de peines intermédiaires, comme par exemple peine avec sursis, mise à l'épreuve, peine de travaux d'intérêt général. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que j'ai connu par le passé qu'il y avait la pratique de ce qu'on appelait des corvéables, c'est-à-dire des détenus qui, à un moment donné, contribuaient à accompagner la police, à accompagner les juges dans des tâches données.
au greffe, les détenus qui ont un certain nombre de profils, qui ont été observés et qui ont des comportements qui pourraient permettre qu'on leur fasse confiance. Mais dans certains pays africains, je crois savoir qu'au Burkina Faso, par exemple, il y a des fermes, n'est-ce pas, pour ces gens de détenus-là qui se convient à des tâches, parce que le problème de leur alimentation se pose. Oui, on me parle de 2 repas aujourd'hui, qu'on est passé de 1 repas par jour à 2 repas par jour. Je n'interroge pas la qualité des repas, mais je dis, un homme normal, c'est pas 2 fois qu'il mange par jour, il mange 3 fois. Donc, il y a un problème de fourniture. Et donc, amener les détenus là, après leur condamnation, à produire. Et il se pose également le problème de réinsertion sociale, de la réorganisation. Les jeunes, n'est-ce pas, se retrouvent au cœur de nos prisons avec tout ce qui circule, comme produits psychotropes et dont ils s'habituent, avec qui ils prennent connaissance, et qui deviennent des cas sociaux une fois élargués, une fois dehors. L'État ne met pas en marche la machine, la passerelle pour leur récupération, leur réinsertion. Et donc ils retombent, n'est-ce pas, dans les travails, se retrouvent en prison. J'en connais, pour les anecdotes, il y en a qui déposent leur sac dans un coin et disent à leurs amis co-détenus, écoutez, à très bientôt, je reviendrai. Et qui, sans le rater, reviennent. Voyez-vous, donc parce que dans la société, ils n'ont aucun rôle à jouer, ils savent rien faire. Ils préfèrent retourner là-bas. Et donc pour là-bas, ils se lavent à l'eau, à l'eau de la SONEB, et gratuitement. Et donc ils ont l'électricité gratuitement. Dehors, il va devoir débourser, payer. On va écouter Arémi Sobadé sur. Il faut un travail d'ensemble, n'est-ce pas, sur cette promotion de peine intermédiaire, la détention comme exception, vous êtes pour? Non, moi je n'ai pas de position à exprimer. Pour cette question, il y a des spécialistes. Si on veut faire de la réforme, on interroge des spécialistes, on fait travailler les ménages, on prend des cas qui ont existé ailleurs, qui ont existé chez nous, et on essaie de trouver le juste milieu. Si on vient vous dire, oui, il faut des peines intermédiaires, donc il faut trouver des régimes intermédiaires pour des détenus, les transférer dans des... Je ne sais même pas quels travaux d'intérêt général, on doit les convier aux travaux de voirie ou s'ils vont être utilisés sur des chantiers. Il y a quand même un décret signé récemment sur le travail d'intérêt général. C'est ça que je vous dis. Ça, c'est une question des spécialistes. Il faudrait vraiment trouver la formule qu'il faut. On parle de personnes humaines. Ce n'est pas des objets on va faire des expériences ou des expérimentations sans lendemain. Il faut pouvoir y aller, savoir là où on va avec eux et faire ces réformes-là de façon concrète. On ne peut pas décréter des formules, commencer l'exécution et après se retrouver dans des situations qu'on ne pourrait pas gérer. Si par exemple il y a des fermes, il faut pouvoir gérer ces fermes. Les produits qui vont être générés, qui va l'exploiter, est-ce que ça ne deviendra pas une autre forme de corruption ou on ne va pas s'enfermer encore dans d'autres travers. Et même s'ils sont dans ces fermes, il faut quand même les surveiller. On ne peut pas les libérer là-bas pour dire, bon, comme vous êtes dans une situation intermédiaire, il faut quand même, ça demeure qu'on appelle ça demeure une incarcération d'une manière ou d'une autre. Quand même, il peut vaquer à des occupations contenues dans le cahier des charges. À ce niveau-là, on ne peut pas faire des choses à la légère. On ne peut pas se dire, oui, voilà, il faut ceci, il faut cela. C'est sûr que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une impasse. Où la machine répressive continue de travailler, la police est là, la justice est là, on arrête des gens, il faut les déposer quelque part. Chez nous, il n'y a nulle part d'autre où les déposer que dans les prisons. Maintenant, il faut organiser le procès. Et ce qui cause problème, et ça joue forcément sur les prisons. Même si on a construit d'autres, on retombe toujours dans le même travail. Et s'il y a vraiment des mesures à prendre à ce niveau-là, il faut qu'on interroge les bonnes personnes qui nous proposent les solutions qu'il faut,
et qu'on y a une fois pour de bon. N'est-il pas possible, je voudrais vous entendre tous deux, d'aller à des mesures fortes, comme par exemple celle prise en RDC à la prison de Makala en début de semaine, 7000 prisonniers malades libérés. Disent-elles d'abord? Écoutez, moi, je n'ai pas ce pouvoir. Est-ce qu'il n'est pas possible d'aller à ces mesures fortes? Moi, je ne sais pas. Il appartient au gouvernement, enfin, au président de la République qui détient le pouvoir discrétionnaire d'évaluer ça et de regarder la chose. Il appartient, n'est-ce pas, à son garde des Sceaux de lui faire des propositions. Il appartient au juge de détention de regarder, de proposer. Moi, c'est pas mon job. Et donc, je ne sais pas le dire. Mais je dois retenir qu'il y a quand même un impact sociologique et sur notre fonctionnement carcéral. Lorsque vous êtes pris dans un dossier de flagrant délit et que vous êtes déposé, c'est 15 jours après, de façon classique, que vous présentez devant un tribunal. Et lorsque vous êtes jugé et que vous êtes mis hors de cause, c'est que toute la société et votre entourage retient que vous avez été en prison. Vous devenez un repris de justice dans la tête de la mémoire collective. Et ça choque. Ça choque vous-même et ça choque vos enfants. Ça choque tout l'entourage. Et vous ne revenez pas dire à chacun et à tout le monde que vous avez été libéré. Voyez-vous, il faut regarder ça. Ces choses-là, il faut commencer par les regarder. Et comme je l'ai dit, lorsque vous engagez une lutte contre, par exemple, l'escroquerie à grande échelle, ce que l'on appelle communément les gay men, il faut trouver une solution, n'est-ce pas, de récupération par derrière. Voyez-vous, c'est des petits qui sont très intelligents parce qu'il faut user d'intelligence pour arnaquer par Internet. C'est des petits qui le font. Donc, il faut les amener à utiliser leur intelligence à autre chose. Pas les enfermer. C'est ce que vous voulez dire. Je dis il faut punir. Je ne suis pas contre la punition. Mais au même moment, trouver la passerelle pour que ces enfants-là, qui sont dans la tranche d'âge... Je voudrais que vous soyez plus explicite. Oui, je ne peux pas être péremptoire parce que nous sommes sur l'échelle d'analyse et d'évaluation. Voyez-vous, une jeunesse qui est comprise entre la vingtaine et la quarantaine, je dis c'est les bras valides de notre pays, c'est de leurs bras, de leur intelligence qu'on a besoin. Au même moment, sur les grands travaux, les grandes infrastructures, la construction des grandes infrastructures, on manque cruellement de coffreurs, de ferrailleurs, de plombiers de qualité, de ceci et de cela. Alors, est-ce que l'État ne peut pas aller vers la construction d'ateliers collectifs, voyez-vous, en évaluant les besoins de la société, n'est-ce pas, pour que ces enfants-là reçoivent des formations accélérées, n'est-ce pas, 2 ans, 3 ans, et qu'on les aide à travers une subvention à s'installer pour récupérer, n'est-ce pas, au lieu d'aller les déposer. Est-ce que c'est bien d'aller vers une mesure forte, comme je l'annonçais tout à l'heure, que je le disais, comme c'est à l'image de la prison de Makala en RDC, où on a libéré en début de semaine 7000 prisonniers malades pour décongestionner les prisons? Non, si on doit aller prendre des exemples de pays en faillite, comme la RDC, pour l'expérimenter chez nous, c'est même pas la peine. Il faut des politiques. Il faut des politiques pour insérer les jeunes. Et vous savez, aujourd'hui, par exemple, mon ami parle de coffreurs, de maçons et tout ça. C'est parce que il faut d'abord créer une industrie du bâtiment. Qui innove. La Cotonou est à reconstruire. Les gens vivent très mal. On laisse chacun construire sa maison comme il veut, casse et recasse, il passe toute sa vie à construire une maison. Ailleurs, le bâtiment, c'est une industrie. On en construit à perte de vue. On essaye les matériaux, on essaye les techniques. Il y a les professionnels du bâtiment qui sont là. Il manque jamais de travail. Mais il n'y a pas que la prison. Il y a plein de coffreurs qui sont à un erreur tout près là pour aller chercher du boulot.
tous les matins, vous les voyez traverser la frontière pour aller chercher du boulot ailleurs parce que chez nous... il n'y en a pas à l'interne. Parce que chez nous, les gens, ils n'ont pas à travailler. D'accord. Parce que c'est pas l'État qui nous va... égrenons les toutes dernières minutes de l'actuel débat de ce jeudi. Je voudrais quand même qu'on dise un mot sur cette formation de l'équipe du Haut Commissariat à la prévention de la corruption en Conseil des ministres ce mercredi. Ouassi Gafarou et Olivier Charles Atiléou ont été nommés. Vous en parliez à Rémi. Qu'est-ce que vous faites, Marie? Oui. L'équipe se met en place... l'équipe du président Jacques Bigan c'est une mesure politique. se met en place pour mieux prévenir la corruption. C'est une mesure politique. Il est en train d'affûter des armes, non? C'est une mesure politique. Mesure politique, c'est-à-dire? C'est-à-dire que sur 10 ans, il reste combien d'années? Un an et demi pour faire le bilan. 20 mois. Pour faire le bilan. Je ne comprends pas. On a dit que les institutions sont budgétivores, il faut les réduire. Enfin, on n'a pas réduit, on en crée davantage tous les jours. On a besoin de cette institution. Pour faire quoi? Au commissariat, la corruption est une infraction. Ça relève du judiciaire, pas du politique. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je ne sais pas s'il va ouvrir des chapelles pour enseigner aux gens à ne pas voler. Surtout que lui-même, quand il a toujours dit... On va prévenir, sensibiliser. Oui, c'est un avocat. Un commerçant, un ami des voleurs. C'est lui qui veut sensibiliser. Mais oui, non. Vous n'avez pas me dit que c'est un avocat de profession qui a l'habitude de la corruption. Je ne dis pas que c'est un corrompu, mais il est dans le milieu de la corruption depuis très longtemps. Et c'est à lui qu'on dit moi, je tombe des nues. Je ne comprends pas. Et puis, on lui permet d'avoir des cabinets, quoi d'autre. Il va construire peut-être Il ne pourra pas travailler seul, quand même. Quel travail il a fait? On dit, je respecte votre opinion. Corruption, c'est une infraction pénale. Il faut laisser ça à la justice, pas à des politiciens qui ont vécu pendant longtemps dans la corruption. Merci. Ce sera votre mot de la fin. Distel, très rapidement. Bon, écoutez, moi je voudrais souhaiter bonne chance aux heureux récipiendaires qui sont donc nommés. Je ne les connais pas, je ne connais pas leur profil, donc je ne peux pas faire de commentaires, je ne peux pas écrire un roman ici. Et seulement que je dis, lorsqu'on a la criette et qu'on a le procureur spécial et qu'on a cette industrie judiciaire-là, il faut peut-être renforcer la chose que de chercher à savoir, à créer d'autres institutions, parce que je me suis toujours interrogé sur la valeur réelle, la valeur ajoutée qu'apportera cette institution là, ou ce haut commissariat là, à la lutte contre la corruption. On a déjà essayé plusieurs autres manières. Le mieux pour moi aurait été de nommer un monsieur corruption près la criette ou près le procureur spécial à la criette et lui donner quand même un peu de moyens pour faire le job. Sinon, un haut commissariat, pourquoi, je ne sais pas. Jocelyn Abangba est resté à la mise en onde de l'actuel débat de ce jeudi. Job Chikpe à la prise de vue. En studio, je suis Brice Bill Aïtjedji. Il a reçu pour vous Distel Amoussou et Arimé Choubadé, respectivement consultants médias et journalistes. Nos deux coéquipiers d'ailleurs du jeudi sur cette émission Actuel débat. Merci à vous, chers invités. Merci à vous également, amis auditeurs de Radio Cotonou. Ne partez pas, restez avec nous sur la voie des Cotonois.